Bonsoir à tous, bienvenue, il est exactement 20h, voici les titres de ce journal. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, s'est éteint ce matin à Libreville suite à un malaise cardiaque. Dans ce journal, nous reviendrons sur le portrait et le parcours de l'homme avec Alexandre Mba Ondo. Un mouvement de grève en gestation à l'Institut de gestion de Libreville. Un préavis de grève de 2 semaines a été déposé ce jour. Les agents revendiquent les meilleures conditions de travail. Et puis, plus que 3 jours avant le lancement de la Tropicale Amissa Bongo, les équipes de cyclisme arrivent déjà à compte-gouttes à Libreville. Quelles sont les impressions du directeur sportif de cette compétition? Vous le verrez dans ce journal. Une note triste en ouverture de cette édition d'information, le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, s'est éteint ce matin de suite des malaises cardiaques. L'annonce a été faite par le Premier ministre, chef de gouvernement Alain-Claude Biliminzé, que je vous propose d'écouter dans cette déclaration. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer que notre pays est en deuil. En date du 20 janvier 2023, le ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa Adamo, a été victime d'un malaise cardiaque. Rapidement pris en charge par les équipes médicales, il a été conduit par véhicule médicalisé à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Admis en soins intensifs. Et malgré les efforts des spécialistes, le décès a été constaté à 12h12 ce jour. Le gouvernement présente ses condoléances et sa profonde compassion à la famille si durement éprouvée. Le décès du ministre des Affaires étrangères a été constaté par le membre du gouvernement à 12h12 dans une structure sanitaire de la place. Qui était véritablement Michael Moussa Adamo? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alexandre Mba Ondo. Alexandre Mba Ondo, bonsoir. Bonsoir, Jack Lucas. Alors, qui était véritablement Michael Moussa Adamo? Michael Moussa Adamo est né le 10 janvier 1961 à Makoukou. Il obtient son diplôme de premier cycle et sa maîtrise en relations internationales et communication à l'Université de Boston en 1989. L'homme a eu une carrière politique riche. Il a été tour à tour conseiller diplomatique au ministère des Affaires étrangères de 1991 à 1993, directeur de cabinet au ministère de la Défense nationale en 1999, député à l'Assemblée nationale gabonaise, porte-parole de la Commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense de 2000 en 2005. En 2007, il est conseiller spécial du président et chef de mission. L'homme a occupé plusieurs fonctions ministérielles, à savoir ambassadeur du Gabon aux États-Unis, ministre de la Défense en 2020, enfin ministre des Affaires étrangères en 2022. Michael Moussa Adamo était marié et père de 6 enfants. Alors, il faut dire, Alexandre Mando, que le décès du ministre Moussa Adamo intervient juste après sa nomination au gouvernement premier d'Alain-Claude Biliminzé du département ministériel. Il laisse plusieurs difficultés au sein de ces départements. Alors, quelles sont les possibles options aujourd'hui? Effectivement, ce qu'il faut dire, que le Gabon vient de perdre un de ses brillants fils. Mais comme on le dit souvent, les hommes passent, l'administration reste. N'oublions pas que ces derniers étaient secondés par un ministre délégué. Nous supposons que c'est ce dernier qui va gérer les affaires courantes. Il y a aussi un fait fondamental, c'est que le Gabon, en ce moment, préside le Conseil de sécurité. Et pour mieux exercer cette responsabilité, il est tout à fait indiqué que le ministère des Affaires étrangères est une personne appropriée. Nous supposons que le Premier ministre, Alain-Claude Biliminzé, va trouver une personne chevronnée pour résoudre un certain nombre de problèmes. Comme vous le savez, en ce moment, au sein de ce département, le torchon brûle entre la tutelle et les syndicalistes. Nous osons croire que dans les meilleurs délais, un nouveau ministre des Affaires étrangères sera nommé par le Premier ministre. Alors, Alexandre Bando, nous vous disons merci justement pour quelques éclairages par rapport à cette information. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information.
Eramet, le président de la République a reçu en audience ce matin le président directeur général du groupe Eramet, accompagné du président du conseil d'administration et l'administration directeur général de Comilog, l'administrateur directeur général de CETRAG et du délégué d'Eramet Afrique en présence du ministre des Mines et de la Géologie. C'était un reportage de la presse présidentielle. Ces consultations régulières entre le PDG du groupe Eramet et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'inscrivent dans la droite ligne relative aux activités de Comilog, filiale du groupe minier et métallurgique international Eramet et de la CETRAG. Christelle Bories, PDG d'Eramet, accompagnée d'une forte délégation, est venue en début d'année dresser les performances de ces deux entreprises. Nous avons partagé les réalisations de Comilog sur l'année 2022, qui sont nombreuses et qui sont extrêmement positives, tant en termes d'augmentation de la production qu'en termes de travaux de RSE pour les populations. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en partenariat avec l'État, financées par Comilog et par la CETRAG sur des actions envers les communautés. Au cours de cette audience, le président de la République et son hôte se sont appesantis sur la société d'exploitation du Transgabonais qui a récemment enregistré un glissement de terre sur le chemin de fer entre les gares d'Oufoué et de Boué, engendrant ainsi une perturbation du trafic ferroviaire. Nous avons parlé de l'actualité aussi avec CETRAG, l'éboulement qui a eu lieu sur la voie le 24 décembre, qui est maintenant en voie de résorption puisque les premiers trains ont pu passer hier. Ce sont des tests et le fret va pouvoir recommencer progressivement. À pied d'œuvre depuis, les solutions d'urgence pour soulager les populations des différentes provinces traversées par le chemin de fer sont trouvées. L'importance vitale de l'axe ferroviaire qu'est CETRAG et du fait qu'il est absolument important que nous continuions ensemble les travaux de rénovation qui sont prévus sur cette voie. Des progrès énormes ont été faits, mais on sait que de plus en plus d'acteurs économiques gabonais ont besoin du chemin de fer et qu'il faut faire des efforts supplémentaires pour continuer à le développer. Des efforts supplémentaires pour la rénovation de cette voie sont attendus dans le souci d'améliorer le trafic et de soulager les voyageurs et les partenaires économiques. Les travaux de réhabilitation de la portion de la voie endommagée du chemin de fer tirent à leur fin. La société d'exploitation de la Transgabonaise procède depuis quelques jours aux tests de circulation avec des trains à vide sur la nouvelle partie posée. Le trafic pourrait reprendre cette fin du mois de janvier, comme l'avait annoncé l'actuel Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Le tour de table est dirigé par le président Ali Bongo s'est penché sur la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation du pays. Bienvenue Bucco par Telbois. 10 jours après la première séance de l'année 2023, le Conseil des ministres à nouveau se réunit. Autour du président de la République, la nouvelle équipe s'active pour matérialiser l'engagement du chef de l'État. Le gouvernement Alain-Claude Bilibinze réuni ce jour a pour mission de finaliser les actions publiques entamées et les initiatives nouvelles contenues dans son programme d'action dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'interconnexion des territoires, mais aussi d'accès à la propriété foncière. Il s'agit donc ici, pour tous, d'apporter des réponses concrètes et pratiques aux sollicitations et aux attentes des Gabonais. De retour d'un séjour d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue de Guinée équatoriale, le président de la République, aujourd'hui encore, et bien plus qu'hier, exhorte le gouvernement à plus d'efforts au travail et à faire preuve de diligence et de pragmatisme dans la concrétisation du plan d'accélération de la transformation du pays. Le second conseil des ministres du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze, devrait également se pencher sur les dossiers de la vie chère, mais aussi du transport, et particulièrement dans sa composante ferroviaire avec la partie de la voie ferrée endommagée récemment par un glissement de terrain et désormais bientôt réouverte au trafic. Une lueur d'espoir pour les usagers du chemin de fer et la desserte directe des provinces de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué
que le président de la République souhaite ardemment rétablir dans les meilleurs délais et dans l'intérêt des populations de cette partie du pays. Front social à présent, dans l'optique d'ouvrir un dialogue et mettre sur la table des négociations les différentes revendications, le syndicat des agents de l'Institut de gestion a déposé un préavis de grève de 15 jours pour éviter de durcir le ton dans l'avenir. Maya Meza nous en dit plus. Après plusieurs années d'observation, le syndicat a désarpelé l'administration quant à la prise en considération de leur cahier de charges, même si jusqu'alors aucune réaction n'a été observée. Nous sommes en préavis de grève à cause de plusieurs interpellations infructueuses que nous avons adressées à notre administration. Personnellement, j'ai commencé à interpeller l'administration, pour ne pas dire la direction générale, depuis 2018. Je crois qu'ils sont arrivés 2 ans avant. Voilà, 2 ans avant, ils sont là. Donc après 2 ans, à cause de certaines observations que nous avons pu faire, on a commencé à interpeller l'administration qui, à la limite, a foulé au pied, puisque nous avons réclamé. Même pas une seule rencontre. Une rencontre sérieuse pour parler des problèmes des agents de l'Institut de gestion. Malgré le mutisme face à ces revendications qui demeurent depuis 6 longues années, entre autres. Les bulletins de salaire, cotisations CNSS, les primes de rendement qui étaient versées, qui ont complètement disparu, l'ancienneté, l'outil de travail évidemment, la sécurité et la santé au travail, pour ne citer que ces points-là. Il y en a d'autres forcément. Nous rappelons quand même que l'administration est en tête de l'établissement depuis 6 ans. Il n'y a jamais eu de mouvement d'humeur, jamais de préavis de grève, jamais de grève, rien du tout. Donc vous comprenez qu'après 6 ans, si on a négligé les points de vue que nous venons d'énoncer, ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté de faire ou de bien faire. Sans oublier les mauvaises conditions de travail dites déplorables pour ces agents. Vous aurez pu constater par vous-même comment dans quelles conditions les gens travaillent. J'imagine que vous avez fait le tour du propriétaire. Étant en préavis jusqu'à 15 jours ouvrables, le syndicat des agents de l'Institut de gestion reste dans l'attente d'une suite favorable. En cas d'insuccès de cette démarche, un mouvement de grève est prévu au sein de l'établissement. Contrôle des infections et urgences sanitaires, c'est le thème du 8e congrès de la SAPI qui se tient à Libreville. Les enjeux de cette rencontre avec le professeur Noël Magloire Manga. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler déjà de la SAPI? C'est quoi la SAPI? Alors, je vous remercie pour cette invitation qui nous donne l'opportunité effectivement de parler de la SAPI et de ce 8e congrès de cette organisation qui est la Société africaine de pathologie infectieuse. C'est une société qui fête aujourd'hui ses 30 ans, qui est née en 1993 à Abidjan et qui rassemble tous les spécialistes dans le domaine de la prise en charge des maladies infectieuses et les autres spécialités connexes, à savoir la bactériologie, virologie, la parasitologie et la santé publique, mais qui aujourd'hui va s'élargir bien évidemment à d'autres spécialités parce que nous avons pu noter récemment avec la pandémie de Covid-19 que véritablement la problématique de lutte contre les maladies infectieuses va bien au-delà des spécialistes que nous sommes. Donc cette société va s'agrandir. Alors plus de 30 ans, vous l'avez dit, 30 ans d'existence. Combien de pays membres composent la SAPI aujourd'hui? Effectivement, à sa naissance, la SAPI était composée de 14 pays membres de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, nous en sommes à près de 25 pays qui participent véritablement au rayonnement de cette société qui a une ambition véritablement panafricaine. Alors pourquoi avoir organisé, on va dire, ce 8e congrès autour justement de la thématique de contrôle des infections et des urgences sanitaires? Pourquoi avoir organisé un tel colloque?
C'est tout simplement parce que nous sortons de cette urgence sanitaire que tout le monde a vécue, qui a arrêté le fonctionnement du monde entier, à savoir la pandémie à Covid-19, mais qui fait suite à beaucoup d'autres épidémies tout aussi meurtrières, telles que Ebola et bien d'autres qui menacent le monde entier et qui aujourd'hui changent le paradigme de la gestion des maladies, qui n'est plus une affaire médicale mais une affaire de sécurité. Donc aujourd'hui, tout le monde a conscience du fait que nous n'avons pas que des ennemis humains ou alors des ennemis qui ne sont pas forcément visibles, mais il y en a qui sont invisibles et qu'il faut prendre en compte cette problématique à travers un changement de comportement, à travers la nécessité de donner plus d'importance aux spécialités telles que les maladies infectieuses, qui sont des spécialités transversales. Alors, un véritable problème aujourd'hui subsiste un peu, on va dire, dans quelques pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, le problème d'Ebola aujourd'hui, dont finalement, on va dire, des antidotes ne sont pas encore trouvés. Qu'est-ce qui serait à l'origine, justement, de ce problème aujourd'hui en Afrique? Il faut dire que quelques années derrière, nous n'avions vraiment pas suffisamment d'outils pour faire face à la menace Ebola. Mais aujourd'hui, l'on se rend compte qu'avec la vaccination qui est disponible et qui peut se faire de manière préventive, on arrive à contrôler très très rapidement les foyers, et c'est ce que nous avons connu avec les différentes résurgences autant pour moi de la pathologie en Guinée, Conakry et récemment aussi au Congo. Résurgences qui ont été plus ou moins rapidement contrôlées grâce à des cordons de vaccination qui ont plus ou moins étouffé la maladie. Alors, professeur, la pandémie de Covid-19, il faut dire, a révélé quand même un certain nombre d'insuffisances, de carences dans le système de santé de beaucoup de pays africains, certainement au niveau de votre pays, au Gabon en particulier. Quelles sont justement ces différentes difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Alors, il faut dire que le drame qui a été annoncé, notamment par l'OMS, n'a pas été vécu. On nous avait annoncé l'apocalypse qui n'est pas arrivé, et ce qu'on peut tirer déjà comme leçon, c'est que l'Afrique s'est bien comportée face à cette pandémie de Covid-19. Il y a eu des difficultés en rapport avec la préparation insuffisante de nos systèmes de santé, mais en conclusion, nous retenons qu'il y a eu quand même une résilience suffisante qui nous a permis de faire face. Nous avions des insuffisances dans des domaines particuliers, tels que le domaine de la réanimation. Les plateaux techniques ont été mis en place pour essayer de faire face. Certains domaines tels que la radiologie, l'accès aux scanners, etc., qui étaient devenus un outil majeur dans le diagnostic, notamment de gravité. Et donc, des plateaux ont été mis en place, mais aussi dans le diagnostic. Parce qu'on se souvient que la biologie moléculaire, les tests diagnostiques au départ, étaient presque quasi inexistants partout en Afrique, sinon dans certains pôles. Le Gabon peut-être était un peu plus en avance puisqu'il avait déjà des instituts assez équipés, mais dans de nombreux pays, il n'y avait pas de plateau technique capable de faire le diagnostic. Cela est aujourd'hui derrière nous, puisque tout le monde s'est mis plus ou moins au niveau et que l'Afrique est sortie plus forte de cette épreuve, et je pense mieux préparée pour faire face aux prochaines menaces. Est-ce que cela a été mis au bénéfice justement, on va dire, on va dire de certaines structures, sinon déjà du système santé, même s'il reste un peu compliqué aujourd'hui? Est-ce que cette résilience qu'ont vécu les populations africaines est à mettre à l'actif du système de santé des pays africains? Moi, je pense que oui, le système de santé en a bénéficié, mais aussi les populations. Les populations ont appris à vivre dans un contexte
particulier. Et je pense que c'est le lieu de remercier et de féliciter aussi bien le personnel de santé qui était en première ligne et qui s'est bien battu, que les populations qui véritablement ont su respecter autant que faire se pouvait les consignes de ce personnel de santé. Je pense qu'il ne faut pas que l'Afrique pâlisse de ce qu'elle a vécu, de ses capacités à faire face aux affections comme celle-là. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Chine, un pays qui s'est très très bien comporté au départ, mais aujourd'hui, la pandémie est revenue en force et ils vivent une situation particulièrement difficile. Au bout du compte, on pense que l'Afrique s'est bien tirée. Alors, professeur, on a observé lors de la pandémie Covid-19, on a remarqué que les pays africains dépendaient toujours de l'aide extérieure, en termes notamment des médicaments et de bien d'autres. Mais que font aujourd'hui les chercheurs africains et les gouvernants pour faire en sorte que, on va dire, les médecins, les chercheurs que vous êtes, soyez plus ou moins autonomes et vous permettent aussi, un tant soit peu, de fonctionner de manière autonome et mettre en valeur votre savoir-faire sur le marché mondial? Oui, effectivement, c'est notre cri du cœur. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que on mette plus de moyens à notre disposition, parce que les ressources humaines existent. Et au cours de ce congrès, on s'en est bien rendu compte. Il y a énormément de jeunes spécialistes et de moins jeunes dans tous les domaines de la lutte contre ces pandémies-là. Il leur faut tout simplement avoir le cadre, le plateau technique nécessaire pour faire valoir leurs compétences au bénéfice des populations. Donc aujourd'hui, l'appel que nous lançons aux gouvernants, c'est de faire de sorte que nous ayons des centres à la hauteur des ambitions que l'Afrique mérite pour faire face à ces menaces sanitaires qui pointent à l'horizon, parce qu'on sait que les experts le disent, véritablement, on craint encore d'autres menaces multiformes, en sachant que les maladies vont émerger ou réémerger, et ça c'est extrêmement important, que nous soyons bien préparés. Il faut également dire qu'il y a plusieurs experts, sinon plusieurs chercheurs africains qui sont déjà par le passé, qui sont parvenus quand même à mettre, on va dire, sur le marché, on va dire, le fruit de leur recherche, notamment en mettant en évidence les différents produits de recherche qu'ils ont mis en place. Mais sauf que cela n'est pas toujours reconnu des pairs, justement, qui fonctionnent dans le même métier que vous, de manière mondiale. Oui, je pense que comment dirais-je, la science fonctionne avec des règles qui font que pour que... Ça veut dire qu'en Afrique, on ne respecte pas les règles? Non, je ne veux pas dire qu'en Afrique, on ne respecte pas les règles, mais nos pairs qui véritablement nous présentent un produit sans passer par les règles qui sont reconnues, établies et reconnues à l'échelle mondiale, ne peuvent pas faire l'objet d'une validation de leur processus. Qui fixe les règles finalement? Les règles sont fixées d'un commun accord par toute la communauté scientifique internationale, que l'on soit africain, asiatique, européen, mais ce sont des règles qui sont communes à tous. Et même les Européens qui transgressent ces règles, et bien évidemment, quand ils sortent un produit ou quand ils sortent un article, cet article n'est pas reconnu pour la bonne et simple raison que cet article ne respecte pas les règles établies, ne respecte pas les normes établies. Est-ce que, professeur, lors de ce congrès, on va dire les tradithérapeutes sont pris en compte également dans cette démarche scientifique aujourd'hui? Parce que pour beaucoup, il faut dire quand même que la médecine traditionnelle peut un tant soit peu participer aussi à l'effort justement de mettre en évidence toutes les difficultés auxquelles sont confrontés, on va dire, non seulement les patients, mais au terme de la médecine moderne aussi. Est-ce que la science traditionnelle ne peut pas participer à la réussite, sinon de manière conjuguée, à la réussite justement de la recherche scientifique du point de vue moderne? Oui, je pense que la médecine basée sur les plantes, les vertus des plantes en général, et qui est le fondement de la médecine traditionnelle, est aussi reconnue par la médecine moderne. Nous avons énormément de plantes dont dérivent des médicaments qui sont aujourd'hui utilisés
pour traiter certaines maladies. Je prends le cas simple du médicament le plus utilisé aujourd'hui pour traiter le paludisme. Il dérive d'une plante, le Kingaozu, qui est une plante qui est millénaire et connue en Chine. Donc, nous savons qu'il y a véritablement beaucoup de potentiel dans l'étude des plantes, mais il va falloir que ce soit encadré. Nous avons des collègues qui travaillent dans ces différents domaines. Il va falloir que beaucoup d'autres collègues puissent s'intéresser à la chose pour qu'on puisse aller extraire les principes actifs de ces plantes et les utiliser pour lutter contre les différentes maladies, qu'elles soient des maladies transmissibles ou non transmissibles. Nous savons que dans ces plantes, nous pouvons trouver énormément. Alors professeur, peut-être un dernier mot par rapport à justement à ce 8e congrès, on va dire les recommandations qui pourraient être arrêtées permettant justement à tous les participants de bénéficier de l'expertise étrangère et mettre finalement un système de santé efficace au niveau des pays africains. Alors, les recommandations vont, actuellement le congrès est en train de se dérouler et nous allons tirer les leçons véritablement demain en faisant la synthèse des travaux. Mais il ressort déjà qu'il y a des problématiques émergentes auxquelles nous devons faire face. Vous avez cité la première problématique, à savoir l'organisation de nos systèmes de santé pour faire face aux urgences sanitaires qui nous menacent. Ça, c'est un problème majeur avec une approche qu'on veut être une approche inclusive qui va véritablement être multi-acteur et multisectoriel. C'est extrêmement important et ça, nous l'avons bien compris avec la Covid-19. Deuxième élément, c'est que il faudrait que l'on mette en place des systèmes qui puissent résister aux chocs dus à ces urgences sanitaires pour que, pendant que le système contrôle la maladie nouvelle, il puisse continuer à contrôler les autres maladies chroniques, à savoir le paludisme, l'infection à VIH-Sida, la tuberculose, parce qu'on s'est rendu compte que durant cette épidémie, il y a eu un focus tel sur la Covid que d'autres secteurs de la prise en charge ont été oubliés, la vaccination, etc. Et des maladies ont quelque part sont revenus au grand jour. C'est le cas de la rougeole, c'est le cas de la poliomyélite, etc. Donc il va falloir que nous puissions mieux nous organiser pour maîtriser et en même temps continuer à fonctionner comme on fonctionnait avant. Troisième élément, on s'est rendu compte aussi que nous ne pouvons pas fonctionner en vase clos. Maladie transmissible, maladie non transmissible, parce que tout le monde a appris le concept de comorbidité dans le cadre de la gestion de la Covid. Les comorbidités sont des maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, etc. ont été des situations qui ont aggravé le pronostic des cas de Covid. Donc, véritablement, la santé doit être perçue de manière globale. Et ce sont des messages forts qui ont été lancés dans le cadre de ce congrès. Et une grosse inquiétude, c'est l'antimicrobio-résistance, la résistance aux antimicrobiens, qui est véritablement un souci majeur, puisque aujourd'hui nous notons la résistance des bactéries à beaucoup d'antibiotiques, et cela nous inquiète énormément. Il va falloir sensibiliser les uns et les autres à une bonne utilisation de ces armes. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Les femmes commerçantes du rond-point de Potos à Franceville ont désormais un nouvel espace sécurisé pour mieux exercer leurs activités. Une action du maire de la commune réjouit ces femmes, comme vous pouvez le constater dans ce reportage de notre correspondant Wilson Wobakassa. Longtemps privées d'un espace pour exercer leurs activités sereinement et en toute sécurité, les femmes commerçantes qui exposaient autrefois leurs produits à mi-le-sol en bordure des routes ont désormais un site provisoire. Avant, on était là, on était debout, on nous suivait, on nous interdisait. Mais là, au moins, nous sommes à l'aise, même s'il n'y a pas les clients, nous sommes en paix. Ce que le maire a fait n'est pas mauvais. Nous étions sans marché, sans abri, on peut le dire. Nous, on était debout. Des fois, la mairie vient, quand on est installé, on nous chasse, on nous poursuit, on nous arrache les choses parce qu'on vivait vraiment l'insécurité totale. Bien que satisfaites pour l'instant, ces femmes souhaitent voir la fin des travaux du nouveau marché qui mettra fin
à leur calvaire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on termine le marché. On a un projet, qu'on nous termine le marché, afin que nous puissions au moins nous installer. Et eux aussi, lorsqu'ils viendront payer, les choses soient vraiment bien propres. Les autorités municipales reviennent sur les raisons de cette action, tout en invoquant la situation des travaux du nouveau marché. Mais il fallait les mettre quand même en sécurité parce que c'était vraiment devenu très dangereux pour ces dames-là. Non seulement pour les voitures, mais en plus ils avaient tout le temps des problèmes avec la mairie, parce que la police municipale, parce que chaque fois qu'ils étaient dans la rue, on leur arrachait leurs biens et tout et tout. Vous savez, pour une maman qui achète des produits pour 5 000, pour les vendre, pour tenter d'avoir peut-être 7 000, quand on vous le prend, vous avez toute une journée perdue. Après le passage du Premier ministre, les gens ont été contents parce qu'ils ont appris que le ministre est venu visiter le marché et que les travaux vont s'accélérer. Et c'est pourquoi nous ne pouvons qu'attendre la fin des travaux du marché. En entendant la livraison du nouveau marché, ces femmes commerçantes sont pour l'heure à l'abri des dangers de la circulation. Lancement 9. Le maire du premier arrondissement de la commune de Franceville vient de procéder ce vendredi au lancement des activités de nettoyage de leur environnement dans ce cadre du projet de l'arrondissement le plus propre initié par le président Ali Bongo Ondimba. Retrouvons une fois de plus Wilson Wobakassa. Un arrondissement propre et sain ainsi qu'un cadre de vie agréable aux habitants du pays, tout en leur offrant une reconnaissance publique. C'est tout l'intérêt de cette initiative du prix de l'arrondissement le plus propre, vert et résilient, lancé par le président Ali Bongo Ondimba à l'endroit des mairies d'arrondissement du Gabon. Dans le premier arrondissement de la commune de Franceville, l'opération a été lancée ce vendredi au quartier Ngobunda par les 3 femmes mairesses qui affichent déjà l'ambition de remporter ce prix. Nous sommes ici au carrefour Ngobunda. Ce matin, c'est pour le lancement du concours initié par le président Ali Bongo Ondimba, qui est le concours de l'arrondissement le plus propre. Dans la commune, il y a 4 arrondissements. Nous sommes le premier arrondissement composé de 3 femmes. Alors, ce que femme veut, Dieu veut. Alors, je suis sûre et je suis persuadée que nous allons l'emporter. Ce projet, dont la vocation première est de récompenser les arrondissements des capitales provinciales qui font preuve d'initiative et d'innovation, a été chaleureusement salué par les populations altogovéennes. On ne peut être que content. Vous savez que quand c'est le chef de l'État qui demande que les quartiers soient propres, moi en tant que représentant du chef, je ne peux être que content. Et si ça peut continuer, je crois qu'au Gabon, on aura les quartiers les plus propres de la République. Notons que le meilleur arrondissement du pays recevra des mains du président Ali Bongo Ondimba une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Brève en images, drame en République démocratique du Congo. Un bateau motorisé avec à son bord 145 passagers est porté disparu à Bazankusu dans la région ouest du pays. L'embarcation en direction de la République congolaise aurait sans doute coulé en raison de la surcharge. Des sources officielles de nombre 55 survivants. L'armée malienne réceptionne de nouveaux moyens aériens russes, avions de chasse, avions d'attaque au sol et hélicoptères, des équipements qui devraient permettre de faire face à la menace djihadiste dans le pays. Récit signé Sidel Animan. Lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part l'ambassadeur russe Igor Gromyko et le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, ce sont 10 appareils aériens russes, dont 8 avions et 2 hélicoptères, qui ont été reçus par le Mali. La livraison se composait d'avions d'attaque au sol et de soutien initialement destinés à l'entraînement, mais souvent employés comme avions d'attaque, a indiqué l'armée malienne. Il y avait aussi des Mi-8, hélicoptères polyvalents également de conception soviétique, servant au transport de troupes et de matériel et pouvant être armés pour appuyer les soldats au sol. C'est la dernière livraison du genre rendue publique par les autorités. 2 autres ont eu lieu en mars et août 2022. La volonté de moderniser et d'équiper notre armée n'est pas uniquement liée à la crise sécuritaire. Bien sûr, celle-ci en a montré l'urgence, mais elle répond avant tout à un besoin fondamental sans lequel aucune entreprise initiée par le Mali ne saurait prétendre au succès. Assurer la sécurité de sa population
n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste. Il y a une grave crise non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont poussé à la rupture de l'alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022 et se sont tournés vers la Russie. Les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveau debout et autonomes, inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. De multiples sources rapportent que la junte a commencé à faire venir dès fin 2021 le groupe paramilitaire russe Wagner aux agissements décriés par la France et différents autres pays occidentaux. La junte a toujours démenti et invoqué un partenariat de longue date ravivé avec la Russie et son armée. La junte revendique également le fait d'avoir repris l'initiative contre les djihadistes. Sport à présent, les équipes de cyclisme arrivent à compte-gouttes à Libreville avant de se rendre à Oyem où prendra part le démarrage de la Tropicale Amissa Bongo. Appréhension, excitation. Le directeur sportif de l'événement, Jean-René Bernaudot, également manager de l'équipe de Total Direct Énergie, se confie au micro de Carmen Yégué. Après 15 éditions, on ne compte plus à combien Jean-René Bernaudot a participé. Il connaît le parcours par cœur jusqu'au moindre virage et ne cache pas son émotion quant au retour de cette course. Je suis très très heureux pour mon sport qui m'a tout donné que la Tropicale reparte. C'est vraiment que le gouvernement ait mis à cœur de refaire cette course parce que pour notre sport, elle est vitale. Alors que les coureurs se préparent à remanier le guidon sur les routes du Nord après 2 ans d'absence, le public espère que le niveau continental reviendra à ses performances d'avant Covid. Moi, j'ai pas d'appréhension du tout. Je ne sais pas ce que le Covid quel impact il a eu sur les équipes nationales africaines, hein. Mais de toute façon, tout le monde l'attend avec impatience. Moi, j'ai eu des équipes nationales qui sont très ambitieuses. À l'instar de Nathanaël Tesfason, l'Érythréen a donné des sueurs froides aux cyclistes professionnels, grimpant sur la 2e marche du podium général. Qui sait, 2023 donnera peut-être le premier vainqueur africain. Réponse dans 10 jours. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve lundi lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.